passe maintenant à la politique, je vous le disais tout à l'heure, avec l'invité de Samedi Politique, Sandrine Mastier, députée socialiste de Paris. Premier thème d'Aïk, Christiane Taubira et la loi sur la déchéance de la nationalité. Oui, avec la démission de Christiane Taubira mercredi. Alors vous avez tweeté, Christiane Taubira était au gouvernement une grande voix inspirante, elle le demeure. Est-ce que vous n'en faites pas trop, vous les socialistes, pour l'hommage à Christiane Taubira en faisant une icône de gauche, sous-entendant en creux que Valls et Hollande ne sont pas des icônes, voire pas de gauche? Non, on n'en fait pas trop, nous, les socialistes, parce que effectivement, Christiane Taubira est une personnalité extraordinaire, exceptionnelle. C'est une voix, dans tous les sens du terme d'ailleurs, hein, unique, singulière, forte. C'était vrai avant qu'elle soit membre du gouvernement, mais depuis son action et son expression en tant que ministre et garde des Sceaux, elle a acquis encore une ampleur plus Alors, importante. vous Donc, parlez d'une force telle que si elle n'est plus au gouvernement, quelque part, c'est une faiblesse pour le gouvernement, en la mettant sur un tel piédestal. Parce que finalement, le mariage pour tous, il aurait été mis en application par n'importe quel ministre de la Justice, de gauche, socialiste, peu importe qui ça aurait été. Oui, mais elle a incarné justement une voix singulière et elle continuera à inspirer de la force, de la résistance, c'est son terme, face à toutes les adversités, parce que Christiane Taubira a été aussi l'objet de polémiques, d'attaques extraordinairement violentes, et elle ne s'est jamais départie face à ça, de sa détermination tranquille, mais aussi très forte. Alors hier, aux États-Unis, elle a déclaré qu'elle est loyale au président de la République, qu'elle le demeurera. On note que c'est au président de la République, hein, pas à Manuel Valls, mais ça c'est un autre problème. Mais est-ce que vous êtes rassuré, puisqu'a priori elle ne participera pas à une primaire pour la présidentielle, elle ne sera pas candidate en 2017? Ça vous rassure Elle n'a pas dit que ça, Christiane Taubira, hier. Elle a expliqué en quoi et pourquoi elle était loyale au président de la République, parce qu'elle avait énormément d'estime pour lui, mais aussi parce qu'il faut des institutions fortes. Elle a parlé de la force nécessaire au pouvoir public dans leur ensemble, et en particulier au premier d'entre nous, le président de la République. Et je pense qu'il faut entendre aussi ce message de Christiane Taubira, la nécessité d'avoir des pouvoirs publics forts. Et elle a beaucoup œuvré pour ça. Votre analyse personnelle sur les raisons de son départ, parce qu'on a dit beaucoup de choses, mais qu'est-ce que vous ressentez, vous, personnellement? Pourquoi est-ce qu'elle est partie? Elle l'a dit, il y avait une divergence politique importante qui est liée à la réforme constitutionnelle, non pas à l'article 1er dont on parle peu, mais qui est quand même l'introduction de l'état d'urgence dans la Constitution, mais son article 2 qui percutait complètement la vision que nous avons, que nous sommes nombreux à L'article 2, avoir. c'était la déchéance de nationalité pour les binationaux nés français. Voilà, absolument. Dans la version initiale. On va revenir sur la nouvelle version, mais terminez votre propos. Dans la version du 23 décembre. Bon. Et moi, je comprends que Christiane Taubira n'ait pas eu envie de défendre cette disposition. Oui, mais sauf que cette disposition a été remaniée. En commission des lois, Manuel Valls a présenté une version remaniée où il y a la déchéance de nationalité, mais il n'y a pas binationaux dans le texte de la Constitution, voire de la loi. Donc finalement, il y avait eu un accord qui avait été trouvé. Vous, est-ce que vous allez voter ce texte remanié? Il y a d'abord un accord qui s'est construit. Mais il n'était pas tout à fait trouvé. D'ailleurs, il ne l'est pas encore tout à fait. Personne ne sait qui votera quoi et si nous aurons à la fin un accord du Sénat, par exemple, dont on ne sait pas très bien ce qu'il Mais vous, en tant que député, est-ce que vous allez pense. voter ce texte avec la version remaniée, la déchéance de nationalité? Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y aurait pas de version remaniée s'il n'y avait pas eu des grandes voix ou des parlementaires à la voix plus modeste comme moi, qui avaient dit très clairement dès le mois de décembre qu'ils ne pouvaient pas voter en l'état ce texte. Voilà. Donc le rapport de force politique, de temps en temps, ça sert à quelque chose. Mais alors, est-ce que vous allez voter cette version remaniée? Alors, cette version remaniée, elle ne fait absolument plus référence à la binationalité ou au nombre de nationalités, mais elle ne fait pas non plus référence, et d'une certaine manière, elle rétablit l'égalité entre les Français face aux sanctions, au mode d'acquisition de la nationalité française. Et pour moi, les deux aspects étaient importants, parce que la tradition de la République, c'est d'être indifférent
à la manière dont on est français, qu'on le soit par le sol ou par le sang, qu'on le soit par acquisition, par naturalisation. On peut, dans ce pays, être français par naturalisation et devenir Premier ministre. On peut, dans ce pays, être fils d'apatride et devenir président de la République. Et c'est cette tradition qui a été percutée par le texte du 23 décembre et qui ne l'est plus du tout par le texte. Vous allez le voter, voilà. Et est-ce que vous pensez qu'il y a une majorité à gauche, au PS, en tout cas au PS, pour le voter, ce texte? Les débats dans l'hémicycle le montreront. Je ne peux pas, moi, présumer de ce qui sera voté à l'Assemblée nationale. Et pour qu'il y ait congrès et vote définitif, il faut que non seulement l'Assemblée nationale vote, mais que le Sénat vote exactement le même texte. Vous n'avez toujours pas répondu, Donc là, vous. Est-ce que vous allez le voter, vous, Sandrine moi, Massier? cet article 2 ne me pose plus les problèmes que me posait celui du 23 décembre. Allez, on enchaîne, Daïk, sur le deuxième thème, à savoir le logement et l'encadrement des loyers. Alors, les loyers baissent un peu, hein, même si le prix de l'immobilier commence un peu à remonter, mais les loyers, ça baisse un petit peu. C'est pas les loyers qui baissent, c'est l'augmentation des loyers qui baisse. C'est la plus. Oui, mais Quand on regarde les annonces, on voit que ça baisse un peu. Voilà, mais ils augmentent quand même de 0,8% l'année dernière, mais c'est la plus faible hausse depuis 2001. Est-ce que pour vous, c'est dû à l'encadrement des loyers qui est en application depuis le 1er août 2015? C'est lié à une multitude d'actions conjuguées. D'abord, l'encadrement des loyers à la relocation par décret qui était antérieur à la loi Allure. Bon. Non, mais c'est beaucoup. Non, mais c'est honnête que vous le reconnaissiez. C'est beaucoup. Et puis aussi, l'application de l'encadrement des loyers lié à la loi Allure, avec le fait qu'en moins de 6 mois, on a, c'est encore trop, mais on n'a plus que un loyer sur 3 qui est excessif par rapport au loyer médian de référence, alors qu'il y a 6 mois, il y en avait la moitié. Alors, c'est une mesure... trop, c'est encore trop. C'est mais une un mesure bon qui est début. que à Paris et qui est à titre expérimental, on le rappelle. Est-ce que vous Absolument. souhaitez qu'elle soit maintenue, pérennisée et voire étendue? Oui, bon, moi j'en appelle à la métropole du Grand Paris qui s'est dotée d'un exécutif la semaine dernière. J'en appelle au président de la métropole, Patrick Ollier, pour qu'il finance l'observatoire des loyers dans l'agglomération parisienne et qu'on puisse étendre à l'ensemble de la métropole du Grand Paris, c'est-à-dire quand même 7 millions de franciliens, l'encadrement des loyers. Alors, Parce faut que c'est expliquer, des quand droits vous parlez nouveaux. de financer l'observatoire, c'est parce qu'en fait l'argument pour dire que ce n'était pas étendu à la petite couronne, c'est de dire qu'il n'y avait pas des statistiques fiables pour déterminer un loyer médian. Absolument. Parce que c'est pas la métropole qui va décider d'appliquer l'encadrement des loyers en petite couronne, c'est tout de même le gouvernement. Il faut qu'il y ait un relevé extrêmement précis et extrêmement fin qui permet de déterminer le loyer moyen, médian de On référence. rappelle, on ne peut pas majorer le loyer plus de 20% du loyer médian et on ne peut pas faire plus bas de 30% du loyer médian. Voilà, après il y a des caractéristiques du En fonction bâti. des travaux, etc. Voilà. Mais tant qu'il n'y a pas ça, on ne peut pas mettre en place l'encadrement des loyers. Mais il se trouve qu'on a un extraordinaire outil qui s'appelle l'Observatoire des loyers dans l'agglomération parisienne. Et je ne comprendrais pas pourquoi la métropole, dont la vocation est de rééquilibrer le territoire et d'assurer la solidarité entre les communes et entre tous les grands métropolitains, ne se saisirait pas de cet outil. Et puis au moins comme ça on comprendra à quoi elle sert. Par ailleurs, Parce que pour l'instant c'est toujours pas. vous n'avez peut-être pas compris, mais les 209 conseillers métropolitains vont forcément démontrer à quoi elle sert. Allez, un dernier sujet, les compétences de la ville de Paris, notamment sur les VTC, les taxis, et sur d'autres choses. Et sur d'autres choses, puisque ce sera discuté au Conseil de Paris. Donc il y a plusieurs points dans cette réforme du statut de Paris, mais il y en a un premier, c'est la fusion des mairies du centre des arrondissements, 1er, 2e, 3e, 4e en une seule. Il faut bien préciser aux téléspectateurs, on ne fusionne pas les arrondissements, c'est une fusion administrative, Absolument. mais ça fait quand même peur aux gens de ces arrondissements qui ont peur de perdre On leur a le identité. sentiment que ces arrondissements vont disparaître, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus qu'un arrondissement pour 4. Non, il n'y aura pas disparition des arrondissements. Ce qui est proposé, il n'y a pas que ça qui est proposé, mais c'est de réformer les arrondissements. Donc, d'en regrouper certains sans les faire disparaître. Le code postal sera le même. Les arrondissements continueront à exister. Mais il y aura, comme à Marseille, par exemple, des mairies de secteurs qui regrouperont des arrondissements. Mais dans le même temps, dans le même projet, il y a le renforcement des compétences gérées à l'échelle des arrondissements. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre qu'une
qu'un arrondissement comme, je sais pas, dans ma circonscription, le 20e arrondissement, c'est 200 000 habitants, le 20e arrondissement. On ne peut pas comprendre qu'il n'y ait pas plus de pouvoir dans les mains des maires d'arrondissement et des conseillers d'arrondissement. Donc c'est tout ça qui est proposé dans la réforme et dans l'évolution institutionnelle. Alors, il y a d'autres réformes, c'est les points de qui décide à Paris sur certains sujets, circulation entre le préfet et la maire, et Madame Hidalgo veut avoir des pouvoirs pour décider de la circulation. Mais il y a aussi un domaine là, qui était dans l'actualité cette semaine, c'est par exemple les taxis. Normalement, c'est la préfecture qui donne les plaques, les licences. Absolument. Est-ce qu'on pourrait imaginer que la mairie de Paris, ce soit elle qui distribue les plaques et les licences ? On peut tout imaginer, mais ce qui serait plus rationnel à mon sens, c'est que ce soit l'autorité organisatrice des transports en Île-de-France qui prenne en main ce pouvoir, c'est-à-dire le STIF. On peut imaginer par ailleurs que la métropole aussi, parce que ça a quelque chose à voir avec le développement économique, les taxis, bon. Donc je crois qu'il ne faut pas rester dans le statu quo, parce que le statu quo, il n'est pas satisfaisant. On a des progrès à faire pour être plus proche dans les décisions, plus compréhensible et plus lisible dans les décisions. Et chaque collectivité et l'État a des responsabilités à redistribuer. Il y a assez de taxis à Paris ? C'est pas une question de nombre, c'est une question de disponibilité et de compréhension. Voilà. Ce qui est important, c'est que les franciliens, mais les touristes aussi, qui nous rejoignent, puissent circuler facilement et à des prix abordables. Le concret, c'est que quand vous cherchez un taxi, vous n'en trouvez pas. Quand vous appelez un VTC, il est là dans la minute qui suit. Et ça coûte moins cher. Vous savez, il suffit d'installer une application de taxi, je ne citerai pas les marques, mais vous les avez dans les 5 minutes. Juste une dernière question d'actualité par rapport à Jacqueline Sauvage, dont la famille et les avocats ont été reçus hier par François Hollande et qui demande la grâce. Est-ce que vous êtes favorable à cette grâce ? Est-ce que vous demandez à François Hollande de gracier Jacqueline Sauvage ? Moi, je trouverais juste de gracier Jacqueline Sauvage. Et il y a des centaines de milliers de personnes qui, par ailleurs, n'ont pas compris du tout la décision de condamner en appel Jacqueline Sauvage à 10 ans de détention. Donc, le président de la République son mari a qui l'a batté, mais elle l'a tué. Il ne faisait pas... Oui, déjà, ça suffirait à Non, mais il a aussi expliquer. violé ses enfants, etc. Mais voilà, non, elle c'est s'est horrible. fait justice elle-même. C'est horrible. Donc, il ne s'agit pas en aucun cas de mener des batailles sur le fait de se rendre justice soi-même. Il s'agit de gracier, c'est-à-dire de reconnaître que c'est une victime et que son geste peut s'expliquer. Le président de la République s'est donné le temps de la réflexion sur ce dossier. Merci Sandrine Mastier d'avoir été l'invitée de ce numéro de Samedi Politique. Merci beaucoup.